Avant de commencer, un petit mot pour vous dire que la vidéo que vous allez voir a été principalement tournée au cours du mois de mai 2022. À l'origine, elle était prévue pour le mois de juin, mais comme une partie d'entre vous le savent, un disque dur a pété, me forçant à recommencer le travail de montage. Or, 3 voire 4 mois se sont écoulés entre le moment où j'ai scénarisé cette vidéo et celui où vous allez la voir. Et en 4 mois, il s'en passe des choses, surtout lorsqu'on parle de mème internet, un sujet où tout va très vite et où les blagues peuvent être très vite datées. Et les choses peuvent avoir évolué entre-temps. Ainsi, lorsque vous verrez la mention septembre 2022 à cet endroit-là, ça signifiera que c'est une parenthèse du Mad Dog de maintenant. Voilà, maintenant que c'est dit, je vous laisse regarder une intro qui fait référence à des vieux mèmes périmés depuis 4 mois. Bon visionnage. La bourse vient de se clôturer après une journée plutôt morose qui s'avère peu intéressante pour les petits porteurs. Comme l'on s'attendait, le cours du YP a progressé de 3%, tandis que l'expression To Be Morb a gagné plus de 15% et culmine dorénavant à plus d'1 trillion de points. Et depuis samedi, à nouveau, les sourires dégueulasses d'Ania ont grimpé en flèche avec une hausse de 4,6% et un indice de 5461 points. Mais hélas, d'autres valeurs sont en chute libre, comme les blagues sur à quel point le film Tic et Tac est nul, qui ont vu leur valeur diminuer de moins de 8,9%, ou les vidéos de Bowling Creepy, qui ont perdu près de 456 points. Au niveau des valeurs sur l'expression ratio, une monnaie est un moyen d'échange qui permet la transaction de produits ou de services. C'est aussi un instrument de mesure et de conservation de la valeur. Une bonne monnaie étant avant tout un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. Ça a l'air bête comme ça, mais ça va servir pour la suite. Mais surtout, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la Terre, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et si j'aborde le sujet, c'est parce que tout au long des 47 numéros de la Chronique Facile et des 48 numéros de la Minute Mème, il y a 2 questions qu'on n'a jamais abordées. La première, c'est combien ça coûte un mème internet, et la seconde, peut-on se faire de l'argent sur les mèmes internet? La question peut paraître complètement con. Un mème internet, c'est une idée, et les idées, ça n'a pas de prix. Sauf qu'en vrai, je pourrais vous répondre qu'il y a des idées payantes. Vous pouvez faire breveter un procédé de fabrication par exemple, ou bien facturer des conseils au sein d'un cabinet. Mais surtout, un mème n'est pas complètement immatériel non plus. Prenez un mème internet. Il faut que quelqu'un ait usé de son temps pour le fabriquer, avec un ordinateur qui l'aura payé, et parfois à l'aide d'un logiciel payant, que ce soit pour de la retouche d'image ou du montage vidéo par exemple. Puis ce mème sera partagé sur le net, c'est-à-dire qu'il sera démultiplié sur différentes plateformes, et donc sur des énormes serveurs qui eux aussi ont des coûts de stockage. Mais en vrai, si on a l'impression qu'ils sont gratuits, c'est surtout parce qu'ils ont un coût négligeable. Aucun internaute ne va songer à facturer le coût de fabrication d'un mème, parce que ça fait partie du temps libre. La personne l'a fait rapidement, pour son propre plaisir, souvent pour faire marrer les copains ou faire passer un message. Pareil pour la plateforme qui l'héberge. Le coût de stockage est vu comme minime, et les entreprises voient dans les mèmes internet des produits d'appel. YouTube et TikTok sont très contents que vous regardiez des vidéos du dernier défi à la mode, si vous pouvez aussi mater de la pub en plus. Idem pour Facebook, qui voit d'un bon oeil le groupe de Norchi dans lequel vous partagez vos meilleurs mèmes de Louis la Brocante. Ce qui fait que vous et vos amis passez du temps libre sur son réseau social et pas un autre. Et c'est cet aspect gratuit qui fonctionne dans le succès des mèmes. Vous partageriez bien moins un mème internet s'il fallait payer ne serait-ce que 1 centime pour le faire. Et je vous rassure, c'est aussi mon cas. On pourrait partir aussi sur la façon dont la pub s'est emparée des mèmes internet pour sa propre communication. Mais j'ai déjà parlé de cela il y a un mois dans une vidéo d'Hermite Moderne sur le Koei Burger. Enfin, quand j'ai dit il y a un mois, c'était un mois au moment où j'avais enregistré la vidéo. Maintenant, ça fait bien 5 voire 6 mois. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous le cacher, la vidéo que je suis en train de faire actuellement est un petit peu le prolongement des idées que j'avais développées pour la vidéo d'Hermite. Sauf que j'ai mis de côté tout l'aspect communication publicitaire
vu que j'estime en avoir déjà parlé. Bref, s'il n'a pas de valeur pécuniaire, un mème peut avoir une autre forme de valeur, par rapport à la façon dont il se répand, les populations qu'il touche et son impact, c'est-à-dire sa visibilité. Oui, ça sonne un petit peu péjoratif, et c'est normal. Car le problème de cette fameuse visibilité qui vaudrait plus que de l'argent, c'est qu'elle est difficile à quantifier. Qu'est-ce qu'on mesure dans l'impact que peut avoir un mème? Son occurrence, son nombre de likes, ses repartages, la façon dont le mème dure dans le temps, les plateformes qu'il touche, et plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Le site Know Your Meme, par exemple, utilise les recherches d'occurrence sur Google Trends, mais c'est un indicateur qui a ses faiblesses. On peut par exemple énormément partager un mème sans avoir à le rechercher, surtout si on a sauvegardé l'image sur son PC ou qu'on la récupère sur un catalogue d'images. Par exemple, cette image, vous l'appelez comment? Le gif du mec étonné? Le gars qui cligne des yeux? Surprise white guy? Blinking blonde dude? Eh bien, sachez qu'à une époque, elle se nommait Drew Scallon Reaction, ce qui fait que pas mal de gens avaient du mal à la trouver via Google, et par conséquent que la quantification via le moteur de recherche n'est pas si fiable que ça. L'idée qu'il puisse y avoir une sorte de valeur des mèmes internet a donné lieu à un subreddit nommé Meme Economy qui propose d'investir sur des images drôles avant que celles-ci ne deviennent des mèmes. Et le pire, c'est que derrière la parodie, on peut trouver des analyses de ce qui risque de faire le buzz ou non. Ainsi, dès le 28 mars, on trouvait des gens pour investir sur la photo de Will Smith collant un pain à Chris Rock et qui, effectivement, deviendra un mème. Après, comme tout investissement, on peut se planter et pas mal de mèmes en devenir n'ont jamais plus percé que ça. Au vu de ce qu'on vient de dire, on pourrait en conclure que les mèmes n'ont aucune valeur intrinsèque, que ce soit dans leur production que dans leur diffusion. Toutefois, il y a une piste que je n'ai pas explorée, c'est celle des produits dérivés. Après tout, un mème internet est un produit culturel comme les autres, que l'on peut décliner à loisir sur des tasses, des badges, des t-shirts, voire même des figurines pop ou des jeux de société. Voire de livres dans mon cas. Parce que je vais être honnête, c'est un petit peu mon business aussi. Une partie du financement de cette chaîne est liée à la vente de livres sur les mèmes via internet ou dans les conventions. Alors certes, c'est une petite part et pas très stable de mes revenus, il y a même des mois où je ne vends rien, mais elle existe. Il faut dire que comparé à des produits fanart de grande licence, qui peuvent être perçus comme de la contrefaçon, les fanarts de mèmes internet, c'est plutôt tout bénef. Ils tournent autour de certains d'entre eux une forme de flou juridique, notamment ceux dont on ne sait plus trop qui en est à l'origine, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de droits d'auteur ou d'argent lié à des copyrights à reverser. Ce qui n'est pas le cas de tous les mèmes internet. Il existe des gens qui ont pensé à copyrighter leur création. Je vous avais parlé par exemple du Nyan Cat ou du Keyboard Cat, mais on peut aussi trouver des exemples en France où les phrases cultes « non mais allô quoi » ou « je suis pas venu ici pour souffrir, ok » ont été déposées à l'INPI par celles qui les avaient prononcées à l'origine. Oui, parce qu'il existe des cas où le mème internet est lié à une personne réelle. C'est d'ailleurs une question qui revient pas mal dans les histoires que je vous raconte depuis 8 ans. Une personne qui est devenue un mème internet peut-elle monétiser sa soudaine notoriété? Et surtout comment? Parce qu'être un mème, ça ne fait pas gagner de l'argent pour autant. Et un épisode de South Park de 2008 se moquait de la prétention de ces nouvelles célébrités à réclamer de l'internet money. Il faut dire qu'à l'époque, la pub sur YouTube était quasi inexistante, tout comme le sponsoring. Alors, certes, il y a des tas de gens qui ne veulent pas gagner de l'argent sur leur mème, parce qu'ils n'avaient pas spécialement demandé d'être célèbres à la base, ou qu'ils se méfient de la gloire éphémère d'Internet. Mais il y a une autre partie des gens qui se disent que quitte à être l'objet d'une soudaine notoriété, ça serait un petit peu mieux si ça pouvait rapporter de l'argent, surtout ceux qui en ont besoin. J'avais parlé du gamin de David After the Dentist, ou de Booksy qui avaient vendu des produits dérivés de leur mème afin de payer leurs études. D'autres peuvent même être forcés à cela, comme Brittany Tomlinson, la kombucha girl, qui avait été virée de son job d'employé de banque parce que sa patronne estimait qu'avoir une subalterne qui est célèbre sur le net, ça faisait pas sérieux. Mais du coup, elle a dû être obligée d'utiliser les mèmes internet pour gagner sa vie. Mais il est arrivé que des gens devenus célèbres pour leur mème ou leur création n'arrivent pourtant pas à joindre les deux bouts.
On aurait vu le mec de Bad Luck Brian tenter d'exister en multipliant les vidéos YouTube. Pas drôle? Le créateur du Nyan Cat ne réussissant pas à se faire un nom dans l'illustration, passer son coup d'éclat, ou Lena Morris, l'overly attached girlfriend, arrêter de faire des vidéos pour cause de dépression. Et c'est là que l'an dernier est arrivée une sorte de solution miracle qui tient en 3 lettres et dont la communication en a saoulé plus d'un d'entre vous. Donnez-moi un N, donnez-moi un F, donnez-moi un T, on va bien entendu parler de NFT. Bon, autant vous prévenir, ça va parler de crypto-monnaie. C'est le moment dans une vidéo sérieuse où je devrais être très explicatif, faire des infographies qui expliquent le fonctionnement d'une blockchain, vous donner les bases du Bitcoin et vous dire ce qu'est un non-fungible token. Mais ce serait vous prendre pour des cons, parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, et puis d'autres collègues youtubeurs l'ont mieux expliqué que moi ces derniers temps, et il est possible que vous ayez déjà regardé ces vidéos. Du coup on va faire simple et tant pis si c'est lacunaire. Mais en gros, les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles basées sur un système décentralisé. Elles permettent d'acheter toutes sortes de choses, dont des NFT qui sont des pièces uniques. Dans les faits, les NFT sont une sorte de certificat. Ils disent qu'à un instant T, un acheteur Y a payé pour être le propriétaire virtuel de ce qu'il se trouve sur une adresse internet précise. Le certificat n'a pas vraiment de valeur légale, c'est plus un pari sur le fait qu'avec le temps, cela deviendra une preuve reconnue par tous. Même si ce que contient l'URL peut changer, la preuve d'achat reste, et le fait qu'elle se trouve sur une blockchain la rend quasiment impossible à falsifier. Si l'utilité de la blockchain me rend sceptique à titre personnel, je comprends ce que les gens y voient. Une nouvelle technologie dont le côté décentralisé pourrait permettre à tous ceux de s'en approprier une partie. Après tout, 10% des Français auraient investi dans les crypto-monnaies, et je pars du principe qu'il y en a forcément parmi les gens qui regardent cette vidéo. Je vais donc ne pas trop m'épancher sur ce que j'en pense, et ne pas aborder le volet écologie, qui est un sujet à débat assez considérable. On va rester sur le sujet des NFT parce que je comprends aussi l'intérêt initial d'utiliser des NFT pour vendre symboliquement des mèmes internet. Ça explique assez logiquement pourquoi les NFT mènent à une URL, parce qu'un mème ne se limite parfois pas à sa forme première. Si vous décidez d'acheter la vidéo du Keyboard Cat, pour peu qu'elle soit en vente, vous n'achetez pas toutes les occurrences des vidéos du Keyboard Cat. Vous achetez la première, celle qui est datée sur YouTube du 7 juin 2007, celle qui correspond à un certain nombre de vues, de likes, et à laquelle est attaché des commentaires spécifiques. C'est un petit peu comme s'acheter symboliquement l'essence de ce qui fait le mème, sans le priver de sa fonction réplicatrice. Le premier mème à avoir été vendu sous forme de NFT fut une URL menant au gif du Nyan Cat que son créateur Chris Torres avait créé via la plateforme Foundation le 19 février 2021 pour les 10 ans du mème. Après 24 heures d'enchères, le petit chat sera vendu pour près de 300 Ethereum, ce qui à l'époque valait près de 590 000 $. Chris Torres avait dit sur Twitter « Je viens d'ouvrir les vannes de l'avenir de l'économie des mèmes dans l'univers crypto. J'espère que cela inspirera les futurs artistes à entrer dans l'univers NFT afin qu'ils puissent obtenir une reconnaissance appropriée pour leur travail. » Spoiler, la reconnaissance appropriée n'est jamais venue. Mais on développera ça plus tard. Après la vente du Nyan Cat, les NFT sont devenus un nouvel Eldorado pour les anciennes stars du net. Le 11 mars, Kyle Craven vend pour 36 134 $ l'iconique image de lui adolescent qui a donné lieu au même Bad Luck Brian. Le 15 mars, Blake Boston, dont la photo est à l'origine du même Scumbag Steve, vendra celle-ci en NFT pour environ 57 000 $. Le 3 avril, Lena Morris vend le NFT de la vidéo à l'origine du même Overly Attached Girlfriend pour près de 411 000 $, et le 8 avril, Chris Crocker vend la sienne pour 41 000 $. Le 11 avril, c'est au mythique Success Kid de voir son NFT se vendre pour 15 Ethereum, ce qui valait à l'époque près de 32 000 $. Et le 3 mai, Zoé Ross, la fameuse Disaster Girl, voit sa photo être vendue pour 500 000 $ qui serviront à payer ses frais d'études. En mai, Boxy s'y met aussi, vendant ses vidéos sur Foundation et OpenSea. Et enfin, en juin 2021, le record est battu puisque la photo du fameux chien surnommé Doge sera vendue pour 4 millions de $ en Ethereum.
Petite parenthèse, à chaque fois que j'ai parlé des concepteurs de mèmes internet qui avaient vendu leur production en NFT, ça s'est plutôt mal passé, mon interlocuteur s'est mis à lever les yeux au ciel et à cracher par terre en proférant des insultes en latin. Or, je reprécise, cela a eu lieu au printemps 2021, avant la folie des marques qui investissent sur les NFT. Et je pense que la plupart d'entre eux se sont dit que c'était un moyen facile de gagner de l'argent, d'autant plus qu'il n'y avait pas eu encore toutes ces histoires d'arnaques et de fraude. D'ailleurs, on y vient. Si pas mal d'acheteurs sont restés anonymes, il avait couru la rumeur que derrière la vente de ces NFT se cachaient des galeries d'art. Et c'est plutôt logique étant un mème tient de la performance artistique, qui n'a de sens que de manière symbolique. Et après tout, le marché de l'art fonctionne lui aussi sur des échanges dématérialisés. Comme l'expliquait une chouette vidéo d'art contemporain sur la chaîne du Vortex, rares sont les tableaux qui sont exposés dans les musées. Et en réalité, un très grand nombre d'œuvres d'art sont stockées dans d'immenses docks, à l'abri de l'air, de la lumière et des voleurs. Lorsque deux marchands d'art s'échangent un tableau, ils ne s'échangent pas physiquement le tableau. Ils s'échangent juste le titre de propriété et le tableau ne bouge pas. Sauf que le marché du NFT n'est pas réglementé comme celui de l'art, ce qui fait que c'est parti très vite en vrille. Parce qu'en voyant que des gens pouvaient se faire des gonades dorées en revendant des mèmes en NFT, d'autres se sont dit « pourquoi pas moi ?» Et comme ils n'avaient pas de mèmes ou de travaux artistiques sous la main, ils ont piqué ceux des autres. Le site de NFT OpenSea a par exemple été privilégié pour ce type d'action, ses utilisateurs pouvant générer gratuitement des NFT et les proposer à l'achat sans aucune vérification que la personne soit le propriétaire de l'image originelle ou non. Ça a donc été la fête du slip, des créateurs découvrant des mois plus tard que leurs images avaient été proposées à la vente en NFT sans leur accord et parfois sur plusieurs sites différents. On s'est mis à avoir des NFT d'images volées, mais aussi des chansons, des vidéos YouTube, parfois de créateurs morts, des tweets et de tout ce qui était possible de proposer via un lien internet. Des petits malins ont même proposé des photos de NFT en mode miroir. D'après le site OpenSea, 80% des NFT seraient des œuvres volées. Pour la reconnaissance appropriée des auteurs, on repassera. Mais d'autres ont été encore plus loin dans la réflexion. Ils se sont dit qu'ils pouvaient faire des NFT et les transformer en mèmes internet afin de vendre encore plus de NFT. Et oui, vous vous en doutez, on va bien entendu parler des gros singes moches. C'est quoi tous ces vieux singes moches qu'on voit maintenant sur internet? On dirait un album de punk rock sauf qu'on n'est plus en 2007. Le Bored Ape Yacht Club est un ensemble de 101 dessins créés spécifiquement pour le marché du NFT et apparu sur OpenSea en mai 2021. Chaque dessin s'appuyant sur une image de singe de base et étant une variation générée informatiquement où sera changée l'expression des lèvres, des yeux et le costume de chacun d'entre eux. Vendus pour la base de 0,1 Ethereum, certains singes ont fini par s'arracher pour plus de 3 millions de dollars. L'idée de faire des séries de NFT générées par ordinateur n'est pas nouvelle et avait commencé en 2017 avec les CryptoPunks, des têtes de personnages générées aléatoirement, puis les CryptoKitties, des chats de différentes couleurs et dont certains détails comme la forme de la tête ou de la queue changeaient. Mais pour diverses raisons, les seuls à avoir vraiment explosé, ce sont les NFT du Bored Ape Yacht Club qui ont fonctionné et l'on a vu des célébrités comme Eminem, Jimmy Fallon, Seth Green ou Omar Sy en faire l'acquisition, ce qui a boosté la visibilité et le prix de vente des singes informatisés. Cette histoire de NFT me rappelle une autre anecdote. En novembre 2008, des petits rigolos avaient lancé une application nommée I'm Rich sur l'Apple Store. L'application coûtait 799,99 € et lorsque vous l'achetiez, vous aviez juste une image de diamant qui apparaissait. L'utilité de l'application ? Cela montrait juste que vous étiez suffisamment riche pour claquer 800 balles pour rien. 8 personnes en avaient fait l'acquisition avant que l'application ne soit retirée de l'App Store. Et c'est un petit peu la même idée qui prévaut ici. Des gens ont voulu faire partie du club très privé de ceux ayant les moyens de débourser entre 25 000 et 2 millions d'euros pour un NFT. Et leur achat s'est vu valorisé lorsque Twitter leur a permis de mettre leur avatar sous forme hexagonale, prouvant qu'ils avaient vraiment déboursé une somme folle pour avoir le même dessin de singe qu'Eminem.
Enfin, pas le même, mais une variation. D'ailleurs, ça ne vous rappelle rien ce concept ? Un élément culturel qui se transmettrait d'un individu à l'autre par imitation, qui est repris et décliné de sorte à ce que chaque itération soit toujours un peu la même et toujours un peu différente. Et oui, on peut considérer que les collections de NFT sont des sortes de mèmes payants, où chaque variable peut se chiffrer des milliers, voire des millions de dollars. Bravo, vous avez découvert comment faire fortune avec des mèmes. Et de la même façon qu'à chaque fois qu'un mème explose, on trouve des tas de gens pour essayer d'en créer des variations, des gens ont voulu reproduire le succès du Bored Ape Yacht Club. Dès l'été 2021, OpenSea et toutes les autres plateformes de NFT ont été envahies par des collections d'animaux et de personnages dont le visage était décliné informatiquement, comme les Lazy Lion NFT, les O NFT ou les Astro Ape NFT. Stoner Cats, Oni Ronin, Magic Mushroom Club, NF Tits, The Humanoids, Ether Gals, Cool Cats, Senzu Seeds, Pro Camel Riders, Long Ween Club, Stick Humans, Bumping Uglies, World of Wojak, Gen Map, Dimes, Magic Marbles NFT, Beverly Hills Car Club, Cash Cows, Long Neck Cartel, Pug Force, Hood Punks, Gorilla Club, Alien Archives, Betting Buddhas, Fighting Turtle Club, The Iconimals, Basement Dwellers, Wizardman Jenkins, Cotty, Metamons, Crazy Skulls, Box Gang, Gym Punks, Uncovered, Nitro Punk, Crypto Bulls, Masquerade Massacre, Cat Colony, Skell FTs, Daffy Panda Ganging Up, Betting Kongs, Wolves of Wall Street, Happy Sharks, Teacup Pigs, Cool Llamas, Mad Carrot Gang, Barnyard Fashionistas, Soul Cities, Oink Club, Outlaw Punks, Crypto Astronauts, NFT Worlds, Panda Paradise, Time Travelers, Cyberkongs, Party Ape Billionaire Club, J-Corps, Cryptocados, Metabirds, and that's about as far as I got before more or less giving up and finally shutting off Discord DMs. Tout ça pour dire que oui, tout ce bazar est un petit peu lié à la culture des mèmes internet. Et vous allez me demander, mais qui achète ce genre de truc? Et je vous répondrai, presque personne. Comme je l'ai dit, les NFT avaient été vus comme un pari sur l'avenir. Peut-être que le dessin de tigre ou de koala que je viens d'acheter fait partie d'une future collection qui se vendra aussi bien que les singes ennuyés. Après tout, pourquoi ça vaut 2 millions de dollars et pas ça? Une bulle spéculative a commencé à se former, et donc si elle se forme, elle a fini par se dégonfler. Au fur et à mesure des mois, et de la multiplication des projets foireux, les acheteurs de NFT se sont dit qu'ils s'étaient peut-être fait enfler, et ont commencé à vouloir revendre leur achat, ce qui a fait chuter les prix. Et là encore, il y a un côté très même internet à cette histoire. C'est lorsque l'intérêt des gens ne repose que sur un effet de mode, du coup un truc peut devenir has-been du jour au lendemain. Quand c'est une blague rigolote, c'est pas trop grave. Si c'est un objet virtuel sur lequel vous avez mis une partie de votre économie, ça devient plus problématique. Sans parler du fait qu'un NFT n'est que virtuel. Le lien a beau être encrypté dans une blockchain, si on vous vole vos identifiants, on vous vole la totalité de ce que vous possédez. C'est arrivé à plusieurs possesseurs de singes ces derniers mois pour le plus grand plaisir d'internautes qui se sont grassement moqués d'eux. A noter que pour certaines personnes, ça n'est pas forcément le signe que les NFT sont une mauvaise chose, mais cela prouve qu'utiliser cette technologie pour spéculer sur des images était une mauvaise idée. Et pour le coup, c'est une affirmation sur laquelle je ne porte aucun jugement. Mon but, c'est surtout de parler de la façon dont cette technologie a été utilisée pour vendre des mèmes et ce qui en a découlé. Oui, parce que si les possesseurs de ce type de NFT estiment qu'ils font partie d'un petit club de privilégiés, beaucoup des internautes ont juste l'impression que ce sont de gros gogos capables de dépenser des fortunes pour du vent. Lorsqu'on analyse les mèmes parlant de NFT, on constate que la majorité d'entre eux s'en moquent, notamment le fait que ça ne donne pas vraiment de droit sur l'URL qu'on a acheté. J'avais déjà parlé de cette blague qui statuait que faire un clic droit c'est voler un NFT. Mais les internautes vont aussi se moquer des grosses compagnies tentant maladroitement de se lancer dans le marché des NFT, des expressions utilisées par les créateurs ou de l'acronyme NFT qui peut se décliner en Nice Fucking Tits, New Frog Tattoos ou
ou Nosferatu. Les NFT du Bored Ape Yacht Club ont aussi pris pour leur grade, les internautes prétendant que tous les singes et les gorilles étaient des NFT. En avril 2022, une vidéo hongkongaise mettant en scène des singes qui chantent s'est vue rebaptisée du jour au lendemain NFT The Musical. Évidemment, les deux crypto-crash de 2022 ont largement été parodiés sur internet, notamment via le compte Twitter CryptoBoy Taking LAce qui recense les moments où les fanatiques de crypto-monnaies se ridiculisent, notamment lorsqu'ils se plaignent de perdre de l'argent en s'étant fait voler leur NFT. Au même moment, sur TikTok, la chanteuse Saima Elise a cartonné avec la chanson I Don't Care About Your Crypto Boy, une histoire de fille qui largue son mec parce qu'il passe son temps à parler de NFT. La chanson comporte même un petit passage en open verse qui va très bien. A noter que la chanteuse est une experte de ce genre de thématique, son précédent son s'intitulant It's Me or the PS5. Et je crois que ça signifie que cette fille ne sait pas choisir ses petits amis. On pourrait trouver que c'est assez cruel. En effet, une situation de banqueroute ne devrait pas prêter à rire. D'autant que récemment, cela concerne aussi des gens qui ont cru de bonne foi à la vidéo d'un influenceur peu scrupuleux ayant fait la promotion d'un projet intenable, voire mensonger, avec des NFT. Celle-ci finissant même parfois par renvoyer vers des URL vides car le site n'a même pas été payé. C'est comme du dropshipping, sauf qu'au lieu d'avoir un produit de mauvaise qualité ou de la contrefaçon à l'arrivée, t'as du rien, en fait. On aura vu sur tout le long de l'année 2022 des tonnes de projets autour de NFT se mettre en place. Certains rencontrant du succès, d'autres se basant sur des promesses difficiles à atteindre ou se basant sur des arguments pétés, quand certains n'étaient pas carrément planifiés depuis le départ comme des arnaques. Pour le coup, je sais qu'il y a une vidéo du Radis irradié là-dessus en préparation, à moins qu'elle soit déjà sortie, je sais pas au moment du tournage. Mais la moquerie ne vise pas tellement les gens qui perdent de l'argent, elle vise plus ceux qui se vantaient de beaucoup en gagner. Les internautes se souviennent des discours commerciaux des crypto-boys visant à regarder avec mépris ceux qui restaient sceptiques, voire critiquaient l'instabilité de leur marché. Des phrases comme « To the moon » ou « Have fun staying poor » apparaissent alors comme très ironiques quand ceux qui se prétendaient en haut de la pyramide perdent tout via un investissement que tout le monde flairait comme peu fiable. Et plus que les discours de fans de crypto-monnaies, ce qui agace aussi les internautes, c'est tout ce qu'on trouve autour. Les formations en trading, les vidéos de motivation de pseudo-coach de vie et autres conseils pour devenir riche. Vous le connaissez ce fameux discours, vous l'avez vu un petit peu partout, peut-être sur une page LinkedIn, ou bien sur une vidéo TikTok, ou bien sur... Que signifie le mot réussir ? Certains vous répondront devenir quelqu'un de bien, fonder un foyer, lancer sa propre entreprise, ou avoir un bon nombre de zéros qui apparaît sur sa fiche de paie. Mais la vérité est autre. C'est surtout l'initiation des valeurs constructives et d'un mindset de winner qui vous aide à réussir. Comprenez ceci, la réussite n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une préparation mentale et d'un travail sur soi. Et je vous jure que ce que je lis ne sont pas des phrases prises au hasard sur le premier site de formation venu. Bon, vous avez compris où je voulais en venir, pourtant cette forme de moquerie n'est pas gratuite. Elle peut même être vue par certains comme une manière salutaire de lutter contre les fraudes. Souvenez-vous, il y a 2 ans, en juin 2020, une vidéo avait beaucoup tourné sur le web français, celui d'un jeune nommé JP Fanguin, qui avait pour habitude de poser à côté de bagnoles de luxe et d'expliquer aux gens que s'il voulait faire partie des 1% les plus riches, il fallait le suivre. La vidéo était devenue un mème pour 2 raisons. Ses arguments étaient à la limite de la parodie, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Et son attitude ne collait pas du tout à ses prétentions. On avait plus l'impression de voir un jeune de banlieue déguisé en milliardaire qu'un vrai milliardaire. Et cela se sentait avec l'expression « la question, elle est vite répondue ». Moi je pense la question elle est vite répondue. Dans la tête de l'auditeur, une méfiance se crée, car il sait que quelqu'un de sérieux aurait dit une phrase mieux construite, comme « la question est vite réglée » ou « le problème est vite résolu ». Les parodies, remixes musicaux et autres pastiches se sont mis à fleurir autour de JP Fanguin, et ceux-ci ont parfois été propagés par le parodier lui-même, qui a pensé presque à raison que faire l'objet d'un mème internet serait un bon moyen pour se faire sa pub. Sauf que ça a aussi alerté les journalistes et les décrypteurs de tout poil sur le business de Fanguin qui s'est révélé être un système pyramidal.
À ce sujet, je vous conseille la série d'articles publiés par le journal en ligne Les Jours et nommé L'arnaque à la vite répandue, qui explique l'enfer vécu par des gens, souvent de conditions modestes, entrant dans ces business pyramidaux, et comment ça ne se finit jamais bien. C'est donc assez courant de voir se pointer sur internet des mèmes parodiant les discours lifestyle de commerciaux, notamment toute la parodie autour du prétendu Sigma Mail qui serait plus puissant que les autres. La dernière blague de ce genre consiste à expliquer que les vrais gagnants s'intéressent au marché des poissons rares. Tout a commencé avec cette image publiée sur Instagram en avril 2021 sur laquelle était écrite « Si votre groupe de potes ne parle pas de ces sujets, trouvez un meilleur groupe d'amis » et qui commençait par des exemples concrets comme les idées pour avoir des revenus secondaires ou les secteurs porteurs et partait très vite vers l'absurde avec des exemples comme la consommation d'olives quotidienne, les piles de sable, la consommation accidentelle de sable et l'investissement dans les poissons rares. Et depuis, la mention de l'investissement dans les poissons rares s'est retrouvée toute une année durant dans de nombreuses autres images de shitposts du genre, avant de culminer au mois de mars 2022. À cette histoire de poissons rares s'est ajoutée la mention que les vrais winners ont de multiples oncles. Yes! Lors de mes recherches, je suis même tombé sur un site parodique vous permettant d'acheter ces supposés poissons rares pour des prix exorbitants. Et le site est bourré de remarques comiques, comme « Nous acceptons que vous revendiez votre grand-père » ou « Seuls les bêta-mails lisent les conditions de vente, achetez-vous un poisson et devenez un tchad ». Toutefois, je me suis aperçu en cliquant sur le chariot que le site permettait de vraiment payer pour ces conneries. Et ce site est la consécration de mes recherches. C'est le point culminant de la question que l'on se pose depuis le début de cette vidéo. Pour faire fortune grâce au même internet, le salut ne vient pas de la vente de produits dérivés, ni même de la vente de mèmes sous forme de NFT sous forme de mèmes ou de NFT sous forme de rien. Non, la solution c'est de vendre de l'ironie. Vous prenez l'argent des gens en leur proposant un produit fantaisiste qu'ils n'ont aucune garantie d'avoir, avec des conditions de vente inexistantes, mais vous le faites de manière comique, avec une arnaque tellement drôle que les gens vont payer pour ça. C'est du génie. Bah ouais, je me suis fait enfler de 15 000 $. Mais par contre, je savais que c'était de l'arnaque, hein. Oui, j'ai perdu cet argent, et je l'ai perdu ironiquement. Bon, sans rire, si vous voulez investir un peu d'argent dans une chaîne YouTube, je suis là. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sponsorisée. Alors non, ça ne fait pas 5 mois, ça en fait quasiment 9. Et autant le dire clairement, je suis assez pessimiste sur l'avenir de la chaîne, surtout si je continue à avoir des coups de malchance. Donc vous le savez, hein, cette vidéo, ça fait 3 voire 4 mois qu'elle est en route. J'ai eu une panne de disque dur. Et là, on est le 17 septembre et au moment où je vous parle, cela fait 3 semaines que je suis sur le montage de cette vidéo et depuis une semaine, mon appareil photo est en panne. Là, c'est l'appareil photo de ma copine hein, qui me filme, donc merci à elle. Mais voilà, il va falloir que je répare mon appareil photo. Et puis, comme si ça suffisait pas, actuellement, j'ai très mal aux côtes suite à une mauvaise chute. Donc c'est clair et net, cette vidéo est carrément maudite. Bon, j'exagère, j'ai quand même de bonnes nouvelles. La première, c'est que je serai ce week-end du 24 au 25 septembre à Niort pour Japanior. Vous pouvez m'y voir, hein, vous pourrez prendre des nouvelles de ma santé, et pourquoi pas, si vous me trouvez sympa, acheter quelques goodies, notamment des nouveautés, j'ai fait des badges, enfin, l'illustratrice Yuri Lotti me les a faites, et ils sont super choux, voilà. L'autre bonne nouvelle, c'est que je sors un nouveau livre qui s'appelle Le Paradoxe de Stella, tome 2. Donc vous vous en doutez, hein, c'est la suite de la nouvelle de SF que j'avais écrite l'an dernier. Le livre est toujours illustré par Tanita Ferrer et elle sera sur mon stand à Japanior pour vendre ses goodies et vous dédicacer ce fameux tome 2, ainsi que le tome 1. Enfin, si l'imprimeur me les envoie à temps. Pour vous le procurer en dehors des conventions, c'est simple, il y a toujours mon blog, La Chronique Facile du mercredi. Le tome 2 est à 12 €, c'est un petit peu plus cher que le tome 1, mais il comporte quand même 40 pages de plus. Et surtout, si vous achetez le tome 1 et le tome 2, on vous fait le tout à 20 balles. Du coup, j'espère que ce tome 2 trouvera sa cible, parce que d'une part, j'ai envie d'écrire un tome 3 qui sera la conclusion de tout ce bazar,
Et comme je l'ai dit plus haut, l'avenir de la chaîne n'est pas très rose. Les partenariats sont aux abonnés absents, et YouTube, c'est YouTube, il paye vraiment assez peu. D'ailleurs, si vous souhaitez juste soutenir la chaîne, j'ai un compte Utip et un compte Tipeee. Je tiens d'ailleurs à remercier les personnes qui ont fait des dons cet été. C'est très très chouette de s'avoir soutenu et ça me fait dire que tout n'est pas perdu. Mais bref, de nouvelles vidéos sont en préparation et je ne lâche pas la chaîne tant que je ne les ai pas sorties. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas les manquer. À la prochaine et bonne rentrée.